20% de 600 000 dollars, par exemple, comme je disais tantôt pour un prix d'achat moyen à Montréal, là, économiser Mhm. 20% de 600 000, ça prend du temps. C'est vrai Ouais, qu'on voit des gens, des fois, qui se disent, ben, on va économiser le 20%. C'est correct. C'est un choix que les gens peuvent se faire, libre à eux de le faire. Mais le challenge avec ça, c'est que le temps qu'on peut prendre pour économiser le 20%, OK, la valeur de la propriété ne restera pas à 600 000, le prix moyen ne restera pas à 600 000. Donc, exact. pourquoi ne pas profiter de l'assurance prêt hypothécaire, tout en sachant également, hein, Giovanni, que suite à l'achat de la propriété, il y a d'autres dépenses qui vont arriver. On ne parle Mhm. que de la mise de fonds ici, on n'a pas parlé des frais de démarrage. Donc, pourquoi Mhm. mettre la totalité de son 20% dans l'achat d'une propriété, sachant qu'on a d'autres dépenses qui s'en viennent, notamment la taxe de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, les frais de Mhm. démarrage qui englobent un ensemble d'éléments qui sont requis par le prêteur au moment de la préqualification notamment. On va en parler tantôt aussi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec un partenaire d'affaires très important, Roustan Touko de la SCHL. Donc, Roustan, je vais te laisser te présenter brièvement là, à nos auditeurs et ceux qui regardent. Parfait. Ben, merci Giovanni. Merci encore pour l'invitation. Roustan Touko, représentant SCHL pour Montréal. À la SCHL depuis pratiquement bientôt 17 ans. 17 ans. 17 ans. Ouais, 17 ans. Je m'occupe de l'ensemble des institutions financières, les acteurs hypothécaires à Montréal, notamment. Et j'ai commencé à la SCHL il y a 17 ans comme souscripteur Émilie, donc dans l'analyse des dossiers. J'ai passé plusieurs années à la souscription. Et puis, depuis les dernières années, je dirais environ 6-7 ans, je suis plus sur le terrain dans des activités de formation et de développement avec les acteurs hypothécaires, comme toi, Giovanni. Donc, on a eu à Mhm. faire plusieurs Des activités dossiers. sur le terrain. Oui, tout à fait. Également, le support que je t'apporte aussi dans les dossiers, comment est-ce qu'on peut faire approuver un dossier là, lorsqu'on a Mhm. des fois des challenges parce que c'est pas tous les dossiers qui sont faciles, on s'entend. Donc, des fois, il faut trouver une Effectivement. stratégie pour être capable d'arriver à bout de cela. Ouais. Au bout de cela, je veux dire. Ouais. C'est quoi la SCHL là? Pour un premier acheteur qui nous écoute, qui a Oui, sûrement déjà entendu ce nom-là, oui. des fois ils savent pas le prononcer, la S. Mais c'est quoi la SCHL? Brièvement, la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, c'est un organisme de la couronne fédérale, un peu comme Poste Canada, BDC, ainsi de suite. Mhm. Nous sommes l'organisme national responsable de l'habitation au Canada. Nous sommes là depuis plus de 70 ans. Pas moi, là, mais la Ouais. SCHL existe depuis plus de 70 ans et au fil des années, la mission de la SCHL a évolué. En fait, nous sommes là pour aider les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement, à Mhm. travers notamment l'assurance prêt hypothécaire que nous offrons pour le 1 à 4 logements et également pour le 5 logements et plus. OK. Et c'est ce que Ouais. j'allais dire justement. Comment est-ce que la SCHL aide les premiers acheteurs, justement? Parce que c'est, C'est une très on bonne peut dire question. dans, Ouais. au niveau du résidentiel, c'est ça votre Oui, focus. Comme on oui. le voit là dans ton Entre autres, background, oui. c'est ça de rendre le logement abordable. Donc, comment est-ce que vous aidez les premiers acheteurs? Comment est-ce qu'on aide les premiers acheteurs? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, là, si quelqu'un veut s'acheter une propriété, ça lui prend un 20% d'apport personnel. OK? Mais on Mhm. s'entend, Giovanni, que c'est pas tout le monde qui a 20% de 600 000 dollars, 600 000 dollars, par exemple, qui est la valeur moyenne à Montréal pour une Mhm. propriété. Donc, ce que l'assurance préhypothécaire va faire, l'assurance préhypothécaire SCHL, c'est d'apporter une garantie à l'institution financière, une garantie qui va faire à ce que, au lieu de 20%, l'institution va demander 5%. Donc, à travers l'assurance préhypothécaire, on protège le prêteur et en contrepartie, cette protection ou, si tu veux, cette garantie-là va permettre aux acheteurs d'acheter une propriété avec moins de 20% de mise de fonds. Bien évidemment, dépendamment de ce qu'ils achètent. Est-ce que c'est un condo, une maison, un duplex ou encore un triplex ou quatreplex propriétaire occupant, par exemple. Oui.
Donc, Super. si je peux résumer, si l'assurance prêt hypothécaire n'existait pas, l'assurance prêt hypothécaire SCHL, ben, ça prendrait 20% d'apport personnel pour s'acheter un condominium, par exemple. Exact. Donc, ça veut dire que ça prendrait énormément de temps justement aux gens d'accumuler cette somme-là et donc de commencer à bâtir, on peut dire, en quelque sorte, de la richesse, un patrimoine beaucoup plus tard. Alors, donc, si je comprends bien la façon que la SCHL aide les gens, c'est en leur permettant d'amener un apport moins élevé, en protégeant l'institution financière, donc avec une garantie. C'est ça. La protection ou la garantie que nous apportons à l'institution financière, c'est en cas de défaut de l'emprunteur. Donc, l'institution financière est rassurée qu'il n'y aura pas une certaine perte. Pourquoi? Parce que l'argent que l'institution prête à l'emprunteur pour l'achat de la propriété est garanti. Okay? Et c'est cette garantie-là qui permet qu'on puisse acheter avec moins de 20% d'apport personnel. J'imagine que ce préconçu-là, je le vois vraiment sur le terrain. Beaucoup de gens pensent encore que ça prend un minimum de 20%. Ou sinon, même s'ils savent qu'ils peuvent acheter avec moins de 20%, ils font tout pour pouvoir, en fait, économiser ce 20%-là, même si ça prend du temps, parce que l'idée, c'est que l'assurance hypothécaire, c'est un peu payé dans le vide. C'est un peu ça le ressenti là qu'on voit sur le terrain. Donc là, tu dirais quoi à un premier acheteur qui pense que justement, payer cette assurance hypothécaire-là, ça sert à rien, en fait. En fait, oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ce qui est important de savoir, c'est que 20% de 600 000 $, par exemple, comme je disais tantôt pour une prix d'achat moyen à Montréal, là, économiser 20% de 600 000, ça prend du temps. C'est vrai qu'on voit des gens, des fois, qui se disent, on va économiser le 20%. C'est correct, c'est un choix que les gens peuvent se faire, libre à eux de le faire. Le challenge avec ça, c'est que le temps qu'on peut prendre pour économiser le 20%, okay, la valeur de la propriété ne restera pas à 600 000, le prix moyen ne restera pas à 600 000. Donc, pourquoi ne pas profiter de l'assurance prêt hypothécaire, tout en sachant également, Giovanni, que suite à l'achat de la propriété, il y a d'autres dépenses qui vont arriver. On ne parle que de la mise de fonds ici, on n'a pas parlé des frais de démarrage. Donc, pourquoi mettre la totalité de son 20% dans l'achat d'une propriété, sachant qu'on a d'autres dépenses qui s'en viennent, notamment la taxe de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, les frais de démarrage qui englobent un ensemble d'éléments qui sont requis par le prêteur au moment de la préqualification notamment. On va en parler tantôt aussi. Exact. Donc, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est sûr qu'une personne qui a son 20% et qui va avoir des liquidités supplémentaires après, donc tant mieux. Donc, c'est pas, vous n'avez pas à souscrire à l'assurance, mais vraiment, si vous avez réussi à accumuler justement le 5, le 10% en fonction du type de propriété, mais cette assurance-là, justement, vous permet d'acquérir plus rapidement parce que dans 5 ans, là, cette même propriété de 600 000, comme tu l'as mentionné, Roustan, elle ne sera plus 600 000. C'est ça. Et puis, l'autre chose, Giovanni, il ne faut pas oublier qu'on a également à la SCHL ce qu'on appelle on a un programme au niveau de la gestion de défauts. Donc, il peut arriver aussi des situations, on le voit au Canada, hein, on a des fois des feux de forêt, on a des inondations majeures, où l'assurance prêt hypothécaire, à travers la gestion des défauts, va permettre certaines flexibilités, de concert avec les prêteurs notamment, pour être en mesure de permettre aux emprunteurs peut-être de faire des reports de paiement, ou même des fois de capitaliser pour être capable de juguler certains challenges que l'on peut avoir dû à des situations particulières. Donc, ça également, c'est l'assurance prêt hypothécaire. Donc, c'est-à-dire que oui, en majorité, ça protège le prêteur, donc l'institution financière, mais dans certains cas, la personne qui emprunte peut aussi avoir un certain support là-dedans. Un certain support, tout à fait, à travers la gestion des défauts. OK. Puis, est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu des programmes qui existent pour les premiers acheteurs? Donc, récemment, donc, il y avait un programme, là, l'incitatif à l'achat qui a été enlevé. Mais là, c'est quoi les programmes là, que la SCHL a qui sont toujours en place pour les premiers acheteurs? Pour les premiers acheteurs, c'est sûr que oui, on avait l'incitatif à l'achat d'une première propriété qui est discontinu depuis, je pense, c'était en mars, à moins que je me trompe. Récemment, en août, je pense, c'était le 1er août, on a mis en place, la SCHL accompagne le gouvernement dans ces décisions-là. On a mis en place
un programme qui va permettre aux premiers acheteurs d'une première propriété nouvellement construite d'avoir un amortissement de 30 ans. Donc, ça va venir vraiment aider les premiers acheteurs, d'une part, et également aider le marché dans le sens où ça va certainement permettre aux constructeurs de construire davantage pour être en mesure de fournir le marché avec des nouvelles unités. Donc, si on est premier acheteur et qu'on s'achète une première propriété nouvellement construite, ben, on peut bénéficier d'un amortissement de 30 ans. Et Giovanni, je tiens à rappeler, c'est quoi la définition d'un premier acheteur? On entend souvent, toi également, tu entends des choses par rapport à ça. Un premier acheteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas encore été propriétaire. C'est quelqu'un qui n'a pas été propriétaire peut-être depuis les 4 dernières années. Quelqu'un qui peut utiliser ses REER dans le cadre du RAP est considéré comme premier acheteur. Et également, quelqu'un qui est séparé ou divorcé est considéré comme premier acheteur. Ça, c'est un élément qu'on retrouvait dans l'ancien programme lorsqu'on parlait de l'incitatif à l'achat d'une première propriété. Séparé ou divorcé, on est considéré comme premier acheteur également. Ouais. Comme des premiers acheteurs. OK. Ouais. Puis, justement, ce programme... Et puis, un élément hyper important, souvent les gens ne le savent pas. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que sur la demande, qu'on ait 2 ou 3 emprunteurs, la question est de savoir est-ce que parmi les 2 ou 3 emprunteurs, on a une personne qui achète sa première propriété. À ce moment-là, la demande est considérée comme une demande de premier acheteur. De premier acheteur. Okay, très bon. On s'attend également qu'une des personnes habite la propriété, bien sûr. On parle ici du propriétaire occupant. Occupant, voilà. Quelqu'un qui va... Parce que l'assurance prêt, pour être clair, c'est pas pour les investisseurs, donc c'est pour les gens donc, qui vont aller acheter une propriété et y habiter. Ça peut être un duplex, triplex, quadruplex, comme tu l'as mentionné. Mais il faut quand même occuper un des logements. Occuper un des logements. Il y a d'autres programmes là pour le locatif notamment, si on ne veut pas l'occuper, 5 logements et plus. Ou encore le petit locatif... 2 logements, 2 à 4 logements, petits locatifs. OK. Puis, tu as mentionné justement le programme, la SCHL, là, donc le 30 ans, ça c'était en août pour les constructions neuves. On a eu l'annonce il n'y a pas très longtemps, donc j'aimerais quand même que tu en glisses un mot. Donc, ce 30 ans-là, maintenant, il a été élargi pour tous les types de propriétés. Oui. Donc, c'est quoi le scoop, là? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que c'est pas... ouais. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines semaines par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est ce que tout le monde a entendu là, au niveau des nouvelles annoncées par la ministre des Finances. Ça entrera en vigueur le 15 décembre prochain. Donc, l'un des éléments de cette annonce, c'est le plafond assurable. Le plafond assurable qui passe de 1 million à 1,5 million. Ouais. En fait, on était à 999 999. OK? Ça passe à 1,5 million dès le 15 décembre 2024. Ça, c'est le plafond assurable. Ça, c'est ça veut dire, juste pour expliquer, c'est-à-dire que les gens maintenant pourront acheter une propriété jusqu'à 1,5 million. C'est ça. Avec la mise de fonds minimale. Parce qu'avant, il fallait, donc quand on dépassait 1 million, il fallait absolument mettre 20%. Donc là, ça va permettre, surtout moi je pense au marché des petits plex, justement de propriétaires occupants. Donc les gens pourront vraiment bénéficier de ça. Là, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Entre autres. Puis pour le 30 ans. Oui, tout à fait. C'est sûr que pour le 1 million, 1,5 million, ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va toucher le 30 ans. Okay? Là, on parle d'un premier acheteur. Premier acheteur, comme je disais, j'ai apporté la définition tantôt, le premier acheteur aura la possibilité d'aller sur 30 ans dans un marché de la revente. Là, on ne parle pas de nouvelle construction. Okay? On est premier acheteur, on s'achète une propriété existante, marché de la revente, dès le 15 décembre 2024. OK. Alors, en gros, il y a quand même, on voit qu'il y a une volonté justement d'aider les premiers acheteurs de la part du gouvernement, d'essayer, on va pas nécessairement rentrer dans les politiques, mais d'essayer de rendre la propriété plus abordable avec ce genre de programme-là, plus accessible. Et puis, il y a un autre point, encore toujours dans cette annonce, qui concerne les premiers ou les deuxièmes acheteurs, les acheteurs répétitifs, là,
qui OK. s'achètent une propriété neuve. À ce OK. moment-là, il y aura également une possibilité d'aller sur 30 ans dès le 15 décembre. Là, on touche le marché du neuf. OK. Tu sais, le 1er août, le marché du neuf, c'était pour l'annonce, c'était Les fait premiers. spécialement pour les premiers acheteurs. Mais maintenant, quand OK. on est premier ou deuxième acheteur d'une propriété neuve, on peut aller avec un amortissement de 30 ans. Ça, c'est les grandes lignes, Giovanni. On n'a pas les détails encore, les détails de ces grandes lignes-là pour l'instant. Donc, Mais ça, c'est intéressant. Oui. Parce que les acheteurs répétitifs, si je comprends bien, quelqu'un qui avait déjà acheté, qui n'est pas considéré comme premier acheteur, mais qui peut-être achète une nouvelle propriété neuve en tant que propriétaire occupant, Oui. Avec la SCHL, donc à partir de décembre, aura accès aux 30 ans sur le neuf. OK. Tout à fait. OK, Et puis un autre point, et puis pas des moindres, bien évidemment, il n'y aura pas de simulation de crise ou de stress test lors d'un renouvellement hypothécaire ou encore lorsqu'on passe d'un prêteur à un autre. On ne fera pas de qualification avec la simulation de crise. Bien sûr. OK. Ça aussi, effectivement, ça c'est un excellent point. Maintenant, on va regarder, puis je veux ton point de vue en tant que justement représentant de la SCHL pour outiller les gens dans les différentes étapes d'accession à la propriété. Oui. Donc, des conseils, ça peut être des conseils très rapides. Donc, je vais te nommer les étapes là qu'on connaît très bien, du début jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, la première étape, on peut dire que c'est la préautorisation. Donc, l'acheteur se prépare, fait son budget, et ensuite de ça, regarde combien elle peut emprunter. Donc, majeur. Ça, c'est une étape majeure, capitale. Je vais même faire comme un genre de parallèle. C'est comme si tu allais faire les courses dans un supermarché sans savoir combien tu as dans la poche. C'est important de savoir combien est-ce qu'on peut dépenser avant d'aller magasiner. C'est la même chose. C'est ça la préautorisation. Et quel conseil tu aurais pour justement un acheteur qui est dans cette étape-là? Des bons trucs, des choses bonnes à savoir? Le conseil numéro 1, là, c'est de transiger avec des professionnels. OK. Transiger avec des professionnels comme toi, Giovanni. Transiger avec des professionnels. Pourquoi? Parce que le professionnel, il sait ce qu'il fait. Il a l'habitude de le faire. Il a les outils pour le faire. Et la plupart du temps, c'est un professionnel qui est reconnu. Aujourd'hui, Giovanni travaille représentant Desjardins, donc reconnu par Desjardins. Donc, ça fait que il y a une longueur d'avance parce que c'est certain que tout ce que tu vas engager comme conversation ou comme information que tu vas aller recueillir pour alimenter ton dossier, c'est des éléments que demande Desjardins notamment. Donc, transiger avec un professionnel. C'est certain qu'on parle aussi des fois de l'accumulation de la mise de fonds. Ça, c'est important. Et je sais que vous avez des outils pour aider les gens à trouver des stratégies pour accumuler cette mise de fonds. Et le crédit. Le crédit. Equifax, TransUnion. C'est important, c'est majeur. Ici, les emprunts, les prêts, tout est basé sur la confiance, en fait. Le fait qu'on puisse te donner, t'octroyer une carte de crédit sans même t'avoir vu, ça veut dire qu'on a accès à un fichier qui permet de voir tes habitudes au niveau du crédit. Et c'est important aussi pour l'assurance préhypothécaire. De voir ça. OK. Donc là, maintenant, la personne elle est préautorisée, fait affaire avec un professionnel, tout va bien, je lui donne sa préautorisation. Oui. Elle s'en va sur le marché, commence au magasinage avec un courtier immobilier. Quels sont tes conseils maintenant, dans cette étape-là, le processus de magasinage? Lorsque la préautorisation est faite, on commence à magasiner. C'est à ce moment-là qu'on commence à magasiner, comme tu l'as dit, on trouve une propriété qui correspond aux besoins. Des fois, qui correspond, ce serait trop beau de trouver une propriété qui répond à 100% à ses besoins. On va parler tantôt du programme achat avec amélioration pour essayer de faire à ce que cette propriété-là corresponde aux besoins. Mais on fait une offre d'achat. On fait une offre d'achat qui est acceptée. À ce moment-là, le dossier est envoyé à la SCHL parce que nous, on ne fait pas de préautorisation à la SCHL. Ça prend une offre d'achat acceptée et le dossier est envoyé chez nous.
Lorsque le dossier est envoyé chez nous, ça c'est vraiment le processus. On est supposé, d'habitude, je dirais 8 fois sur 10, là, on est capable de revenir avec une réponse positive. Réponse positive, Une OK. réponse positive. Et la plupart du temps, c'est une réponse positive automatique, dans 6 à 7 secondes. Okay, notre système, tu es très au courant de ça, Giovanni, un système hyper efficace, là, Émilie. Donc, on est capable de revenir en quelques secondes avec soit une approbation automatique, 8 fois sur 10, ou encore à l'intérieur de 2 à 4 heures, une autre réponse, si mon système n'est pas en mesure d'approuver automatiquement la demande, pour quelque raison que ce soit. OK. Mais justement, restons dans l'étape de magasinage. Tu as mentionné le programme achat avec amélioration, ce qui est un programme majeur. On peut en parler tout de suite. Oui. Donc, justement, par rapport à ce programme-là, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet à l'acheteur de financer sa rénovation à l'intérieur de l'hypothèque. Oui. Donc, c'est quoi le rôle de la SCHL dans ce programme-là? Comment est-ce que la SCHL le voit? C'est quoi les conseils, encore une fois, là, que tu as? Premier conseil qu'on dit souvent lorsqu'on on a fait des séminaires premiers acheteurs, là, Giovanni. Premier conseil qu'on dit souvent, c'est lorsqu'on magasine une propriété, il faut garder l'esprit ouvert. Okay. Il faut garder l'esprit ouvert parce que des fois, il y a des focus que les gens font sur la peinture, sur un mur, sur la salle de bain qui ne répond pas aux besoins, la cuisine et autres. À la SCHL, à travers le programme Achat avec amélioration, on est capable de rajouter des rénovations à même l'hypothèque sans avoir besoin d'un prêt personnel ou d'une carte de crédit. Je prends un exemple. Je m'achète une propriété de 500 000 $. La cuisine ne répond pas, la cuisine ou la salle de bain ne répond pas à mes besoins. Je veux faire des rénovations de 20 000 $, par exemple. À ce moment-là, on aura un prix d'achat de 500 000, right? Et une valeur rénovée de 520 000. 520 000 qui va inclure les rénaux de 20 000 $. La SCHL va évaluer la propriété de façon automatique. On ne va pas envoyer quelqu'un sur place, là, non. On va évaluer la propriété de façon automatique avec les données que nous avons dans notre système. On parle au-delà de 9 millions de propriétés. C'est ça qui nous permet de donner des réponses rapides. Donc, la mise au fond, à ce moment-là, va être basée sur le 520 000 au lieu du 500 000. Vous voyez, le 20 000 $, là, ce n'est pas une carte de crédit, ce n'est pas un prêt personnel. On est encore à l'intérieur du prêt hypothécaire. Du financement hypothécaire. Du financement hypothécaire, tout à fait. Et ça permet aussi à l'emprunteur, un des gros avantages, c'est d'avoir un seul paiement. Un seul paiement. On ne paye pas pour la maison et pour les rénaux. On a un seul paiement qui englobe tout. Ça permet également de bénéficier du taux d'intérêt hypothécaire. Exact. Oui. Très important à la place d'un prêt personnel, une fois de plus, ou une carte de crédit. Et ça permet aussi de faire ces rénovations dans un temps assez rapide. Là. Pourquoi? Parce que tous les éléments sont là. Et ceci m'amène, Giovanni, encore un élément important dans ce processus d'achat-amélioration, d'avoir des soumissions. Ce qu'on voit, nous, à la SCHL, des fois, c'est, tu vois, quelqu'un un emprunteur qui veut rénover sa cuisine ou sa salle de bain. Il est tellement emballé par son projet, ce qui est normal. C'est très, très normal. Oui, effectivement. À la cuisine, il avait décidé de poser du stratifié comme comptoir de cuisine, par exemple. Et puis, des armoires pleines, là, rien de très, je dirais, fancy, si on peut le dire. Et le week-end, il se retrouve dans un magasin de rénovation. Et puis, subitement, Giovanni, il voit du granit ou du quartz, il voit des armoires shaker. Ouais. Et puis, il t'appelle, il te dit, Giovanni, tant qu'à faire, on y va avec du quartz ou du granit et des armoires shaker. Sauf que dans ta qualification de 20 000 $, tu n'avais pas prévu ça. Ouais. D'où l'importance vraiment d'avoir des soumissions pour savoir exactement vers quoi est-ce qu'on s'en va. Nous, on le suggère. Ça peut avoir un impact sur la valeur aussi, parce que justement, le quartz versus le stratifié, ça n'a pas le même impact. C'est pas la même chose. Et vous voulez être sûr aussi que, justement, même pour
le client, la personne qui emprunte, que la valeur soit là après. Donc, que la valeur, disons, après rénovation Tout soit à fait. là. Là, tu touches un point hyper important. Je vais le dire en une phrase. Quelle que Mhm, soit la rénovation qu'on apporte à une propriété, celle-ci doit être supportée par le marché. OK? mhm, Donc, ça veut dire, je vais prendre un exemple très, 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 très simple. Si je rénove, si j'installe une piscine creusée, OK, de 35-40 mhm, 000 dollars dans ma cour, et que dans mon marché, je suis l'une des rares personnes à avoir cette piscine creusée de 35-40 000 dollars, je n'aurai peut-être pas 40 000 en valeur contributive. Pourquoi? mhm. Parce que le marché ne supporte pas cette amélioration-là ou cet ajout-là, si on veut. Et toujours par rapport aux rénovations, Desjardins à SCHL, je pense qu'on se démarque là-dessus, c'est important de le dire, dans le sens où Mhm, euh, on n'a pas de maximum en termes de rénovation, de montant de mhm. rénovation. C'est le marché qui détermine les rénovations, le Qui montant détermine. qu'on peut se permettre. C'est-à-dire que je peux acheter 600 000 dollars, je fais 400 000 ou je fais 300 000 de réno, si on veut, 600 000 et je fais Mhm. 300 000 de réno. La question est, est-ce que j'ai 900 000 de valeur dans ce marché? Après les C'est rénovations, ça exactement. c'est ça la Ouais. question. On n'est pas dans les 20% de plus ou les 40 000 maximum de réno. Non, on est vraiment, on y va Mhm. avec le marché. Est-ce que le marché supporte, comme tu as dit, Tout à fait, supporte la valeur? tout à OK. fait, tout à fait. Parfait. Donc là, le magasinage, donc si on revient, la personne elle a une offre d'achat acceptée sur sa propriété. Alors là, c'est le temps de faire approuver le financement. Oui, Donc bien entendu, à la préautorisation, moi, mon travail, on aurait déjà vérifié les documents. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé, mais ce qui est crucial, justement, la documentation. ah, Donc, Roustan, explique aux premiers acheteurs, en fait, le conseil, pourquoi oui. est-ce que la documentation est importante? Et c'est ça, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce point-là? La documentation, c'est hyper important parce que c'est ça qui permet à la fin de déterminer qu'est-ce qu'on peut se permettre. Je sais que Giovanni, lorsque toi, tu es après les emprunteurs pour des talons de paie, des avis de Mhm. cotisation, des preuves d'emploi, ainsi de suite, Mhm. c'est pourquoi? C'est parce que toi, tu veux avoir une approbation automatique. Tu veux ce qu'on appelle dans le jargon le first time right. Là. Tu ne veux pas Mhm. courir après l'emprunteur pour des documents. Donc, c'est hyper important pour les emprunteurs de te fournir toute la documentation que tu demandes parce que c'est Mhm. ça qui te permet de monter ton dossier et de l'envoyer à la SCHL. Tu sais, à la SCHL, nous, c'est zéro papier. Okay? On n'a pas, nous, on ne reçoit pas des talons de paye, des avis de cotisation à la SCHL. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, un partenariat de confiance avec Desjardins notamment. Ça veut dire que lorsque toi, tu montes ton dossier et que tu coches un champ qui mentionne que la mise au fond provient des épargnes, par exemple, la SCHL ne va pas te revenir en disant bonjour Giovanni, peux-tu confirmer que Mhm. la mise au fond provient des épargnes? Non, non. On sait que tu as déjà fait preuve de diligence à ton niveau par rapport à cet élément-là. C'est pour cela que tu as choisi ce champ propre ressources là, au niveau de la provenance de la Mhm. mise au fond. Donc la documentation, c'est majeur. C'est majeur parce que Giovanni veut son approbation automatique. Automatique, Ouais, voilà. il veut son approbation automatique. Il ne veut pas attendre longtemps, surtout dans un marché compétitif Mhm. comme on a présentement. Donc, le fait de répondre, de revenir rapidement à l'emprunteur, Puis, ça fait toute la différence. puis aussi, ça, c'est un point peut-être qui peuvent des fois rendre les acheteurs confus. Est-ce que c'est la SCHL qui approuve le dossier? Est-ce que c'est le prêteur? Donc, Mais dans ouais. un premier temps, c'est le prêteur. C'est d'abord le prêteur. OK? Mhm. C'est pas parce que la SCHL le fait qu'on va outrepasser le nombre du prêteur. Dans le Mhm. cas d'espèce, c'est Desjardins. Le dossier fait du sens chez Desjardins, il a été qualifié, il est approuvé. Desjardins, à son tour, envoie le dossier à la SCHL. Pourquoi est-ce qu'on l'envoie à la SCHL? Parce qu'on a moins de 20% d'apport personnel. La Mhm. SCHL va faire une analyse globale du risque. C'est-à-dire que nous, à la SCHL, on va regarder l'emprunteur, la propriété, le marché. Est-ce que tout ça ensemble, ça fait du sens?
qu'en est-il du risque global? Et c'est à ce moment-là qu'on va donner une réponse. Par rapport au risque global, ça c'est un excellent point. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails? Donc, c'est quoi les critères, justement? Qu'est-ce qui rentre au niveau du risque global du dossier que la SCHL va regarder là pour déterminer est-ce que, justement, une personne est assurable, donc peut avoir un financement hypothécaire avec moins de 20% de mise de fonds? Au niveau du risque global, le premier élément qu'on va regarder, c'est l'emprunteur. Quand on parle de l'emprunteur, on parle on parle de son travail, de ses revenus, on parle de son crédit, on parle de l'origine de la mise de fonds, on parle de son expérience d'emploi, par exemple. Donc, tous ces éléments-là, on va aussi regarder la qualification, les ratios d'endettement, est-ce qu'ils font du sens? On veut s'assurer qu'il reste de l'argent après avoir payé l'hypothèque pour être en mesure d'aller, par exemple, au cinéma. Là, okay? ou d'aller faire on veut s'assurer qu'il reste encore de la liquidité après avoir payé l'hypothèque. C'est ça les ratios, c'est ça le but des ratios d'endettement. Et ça, c'est l'aspect propriété. L'aspect emprunteur, je veux dire. Par la suite, on va regarder la propriété par rapport aux caractéristiques hédoniques, par rapport à quel type de propriété est-ce qu'il s'agit, dans quel marché. Également, les données de la propriété, c'est encore une fois, ça c'est majeur. Des fois, on va voir, si on parle d'un duplex, par exemple, on s'attend à voir 2 logements. Okay. Ça, c'est des choses qu'on va regarder. Parce que des fois, on va voir duplex dans une demande et voir 3 logements. Pourquoi? Parce qu'il semble y avoir un bachelor qui rapporte $800 par mois. Non. Que dit la municipalité? Toujours. Donc, ces éléments-là, l'air habitable, on va aussi regarder l'air habitable. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on a exclu le sous-sol dans l'air habitable de la propriété? Donc, mon système va se baser sur ces éléments-là, de l'emprunteur, la propriété, se baser également sur ce qu'il a dans sa base de données en termes de propriété. En passant, Giovanni, on a au-delà de 9 millions de propriétés dans notre base de données. Donc, ça nous permet nous permet d'avoir l'heure juste là. On regarde le marché, dans quel marché sommes-nous? À la fin, maintenant, on a ce risque global. OK. Parfait. Et donc là, disons que tout va bien, on a l'approbation du financement. Maintenant, c'est important aussi l'après. D'accord? Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est ils doivent garder une bonne situation financière. Donc, au niveau de l'après, pour une propriété durable, pour un propriétaire là, disons, qui va être prospère, qui va réussir, c'est quoi tes conseils une fois que le financement a été acquis et à quel moment est-ce que la SCHL se retire aussi? Des fois, les gens ils se demandent est-ce que la SCHL va rester donc tout le long du prêt? Donc, à quel moment est-ce que la SCHL se retire du financement, on peut dire? Je vais commencer par ta deuxième question. À quel moment la SCHL se retire? Disons que tant aussi longtemps que le prêteur, les emprunteurs n'ont pas fait un refinancement conventionnel, par exemple, ou tant aussi longtemps que le prêteur nous a peut-être pas averti d'un quelconque changement de la demande, le dossier demeure assuré. Le dossier demeure assuré. Et tu sais qu'on peut, en tout temps, avec la SCHL, avoir une seule propriétaire occupant. Donc, ça, c'est un des éléments. Et puis, la première question, tu voulais savoir exactement, si je me trompe, Giovanni, c'était? Oui, en fait, c'est quoi, une fois l'acquisition effectuée, exactement, quel conseil est-ce que tu aurais, par exemple, moi, je leur dis toujours, c'est important de garder un bon crédit tout de même parce qu'on ne sait jamais un refinancement, qu'est-ce qui pourrait venir. Donc, en quelque sorte, le jeu n'est pas encore terminé. Là. Donc, je veux dire, au niveau, puis même aussi, on n'en a pas parlé, là, mais au niveau des programmes, comme exemple, quelqu'un, éco-amélioration, ce genre de choses-là, une fois que tu as acheté, qu'est-ce qui vient après, en fait? Justement, c'est de ça que j'allais parler. Des fois, éco-amélioration, là, par exemple, on a une option avec ce programme, juste
En fait, pour mettre les gens en contexte, Éco-amélioration, c'est un programme éco-énergétique qui a été mis en place par la SCHL en septembre 2023. Et puis, éco-amélioration permet aux emprunteurs de propriétés existantes de faire des choix éco-énergétiques pour les différents avantages que peut offrir une propriété éco-énergétique, notamment l'avantage numéro 1, c'est la baisse des factures d'énergie. Okay? Au-delà du fait que la propriété peut être plus saine, mieux isolée, ainsi de suite. Quelqu'un qui a acheté sa propriété, right? On parle d'une propriété, un achat de $500,000 par exemple, qui n'a pas fait de rénovation, par exemple, quelconque, et qui, à un moment, l'été arrive, il commence à faire chaud, il décide par exemple d'installer un système d'air climatisé. Il change quelques portes et fenêtres pour rendre la propriété un peu plus étanche là, et profiter au maximum de son air climatisé. S'il fait des rénovations éco-énergétiques de ce type-là, de $20,000 minimum, taxes incluses, la SCHL lui enverra un chèque correspondant ou un dépôt direct qui va correspondre à 25% de la prime d'assurance qu'il a payée, incluant les taxes. Tout ceci à l'intérieur de 2 ans après le notaire. Ça, c'est la première option. Ça, je vois qu'on revient sur les différents programmes. Là. Ça, c'est un programme on aime beaucoup, ce programme à la SCHL. On y croit beaucoup, éco-amélioration. Ça, c'est le premier exemple. Parce que Roustan, c'est incroyable. Là, ce que tu dis, c'est que les gens, genre 2 ans, ils ont acheté leur propriété. Oui. Donc, ils ont jusqu'à 2 ans après le notaire. Donc, s'ils ont fait des rénovations donc éco-énergétiques pour donc améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, toiture, comme tu as dit, isolement, porte-fenêtre, isolation, ventilation. D'au moins 20 000. Oui. D'au moins 20 000 taxes incluses. Donc, ils vont avoir un remboursement de jusqu'à 25%. Et si on fait un calcul, là, par exemple, une propriété de 500 000, disons... 5,100 $ à peu près. Exactement. Donc, un remboursement de 5 000 qu'ils auront, donc, dépôt direct, là, cash. Dépôt direct, oui. 10 à 20 jours ouvrables, aussitôt qu'on a reçu la demande de soumission. Ça, c'est un exemple, hein, parce qu'on a 4 scénarios possibles pour ce genre pour éco-amélioration. Le premier scénario, là, on revient à nos programmes, bien sûr. Des fois, on passe du coq à l'âne, hein, Giovanni. Il y a tellement de choses à dire, là. Le premier scénario, c'est quoi? C'est j'achète une propriété existante. OK. Propriété où le vendeur a fait des rénovations éco-énergétiques il y a moins de 5 ans. Et ce vendeur a encore les factures de ces rénovations éco-énergétiques. Les rénovations éco-énergétiques, on a 3 catégories. Enveloppe du bâtiment, isolation, toit, porte-fenêtre, ainsi de suite. Système mécanique, chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude. Et les systèmes d'énergie renouvelable. On parle de bornes de recharge pour voitures électriques, gaz, électricité, bi-énergie, on passe du mazout à l'électricité, ça rentre là-dedans. Donc, le vendeur a fait des rénovations éco-énergétiques qui rentrent dans une de ces catégories-là, des rénovations de $20,000 minimum taxes incluses. Il remet les factures à l'acheteur. Okay? L'acheteur achète cette propriété verte, éco-énergétique, et l'acheteur a jusqu'à 2 ans après le notaire pour réclamer son 25% de remboursement. Pourquoi? Parce qu'il a acheté une propriété verte. Ce n'est pas l'acheteur qui a fait les travaux, c'est le vendeur qui a fait les travaux. Et il a des factures qui datent de moins de 5 ans. Et dans le fait, l'acheteur bénéficie du remboursement de 25% de sa prime. Tout à fait. Et ça, c'est un élément qu'on partage souvent avec les courtiers immobiliers. Le vendeur, des fois, ils vont, mais c'est quoi l'avantage pour le vendeur? Ben, c'est un incitatif à la vente. Il aura des arguments pour mieux négocier sa vente de propriété. Pourquoi? Parce que sachant qu'il aura un remboursement partiel de la prime incluant les taxes au niveau de la SCHL, la probabilité que la propriété se vende plus vite, elle est là. Elle est là. OK. Parfait. Donc, ça, c'était... Ça, c'est le deuxième scénario. Deuxième. Et le troisième, toujours dans éco-amélioration, propriété existante.
La même propriété qui a été vendue, mais le vendeur n'a pas fait 20 000 $ de réno, il en a fait pour 10 000 réno énergétique. L'acheteur a jusqu'à 2 ans après le notaire pour faire un autre 10 000 de rénovation verte. Ça fait 10 plus 10, 20. Right? On est à 20 000 $. Il peut aussi réclamer 25% de remboursement partiel. Wow. Alors, premier scénario, l'acheteur, donc s'il n'y a aucune rénovation qui a été faite par le vendeur, a jusqu'à 2 ans pour faire pour 20 000. Donc, le vendeur pourrait lui-même avoir fait donc, pour 20 000 de travaux et l'acheteur va en bénéficier. Oui. Et ou sinon, donc une combinaison un peu des deux. Donc, l'acheteur, en fait, le vendeur a fait certains travaux et ensuite l'acheteur les complète dans les 2 ans et un remboursement de 25% de la prime. 25% de la prime, incluant les taxes. Incluant les taxes, wow. Tu vois, Giovanni, je n'ai pas parlé de rénovation de la cuisine, salle de bain dans éco-amélioration, right? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Okay? Je parlais tantôt de 20 000 $ de travaux éco-énergétiques. On peut faire des travaux de 30 000 $. Okay? La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que dans le 30 000, j'ai 20 000 $ de travaux éco-énergétiques? Les 10 autres 000 peuvent servir à d'autres travaux. À d'autres choses. OK. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, en fait, c'est ça. OK. Ouais. Ça fait du sens. Puis, pour terminer, donc, j'aime toujours savoir, toi, est-ce que tu peux répertorier, disons, des erreurs qui sont fréquemment commises, que tu vois souvent, là, ça fait après 17 ans de carrière, ou des mythes à démystifier pour les premiers acheteurs? Avant de conclure, je voulais parler très, très rapidement du programme Nouveau Arrivant. OK. Nouveau Arrivant. Tu sais, la SCHL, on a apporté des améliorations importantes à ce programme. C'était le 18 décembre, à moins que je me trompe. Il y a quelques mois déjà. Pour le nouveau arrivant résident non permanent. OK? Parce que le résident permanent, lui, il peut acheter comme un Canadien. Tout à fait. Bon, maintenant, le résident non permanent également peut le faire. C'est-à-dire qu'il peut acheter ce qu'un Canadien achète, dans le sens, surtout, en fait, ça lui prend un permis de travail valide d'au moins 183 jours à la date d'achat, la date notariée. Okay? Ça, c'est incontournable. Ça prend un permis de travail. Maintenant, il peut également acheter avec la même mise de fonds qu'un résident permanent ou citoyen canadien, à savoir 5% ou 10% selon le type de propriété qu'il achète. Et puis, en termes de solvabilité, pour ce qui est du crédit, on sait souvent que le nouveau arrivant n'a pas des fois un crédit établi au Canada. Nous, on a 3 éléments qu'on peut aller chercher. Ça peut être l'un ou l'autre. Le premier qu'on peut aller chercher, c'est 12 mois de loyer bien payé, avec des comptes publics, Bell, Hydro, Fido, ainsi de suite. S'il n'a pas ça, ça nous prend un bureau de crédit Equifax, peut-être qu'il a déjà un bureau de crédit établi, dépendamment. Et le troisième élément, c'est la lettre de référence bancaire du pays d'origine. Et monsieur tel était client pour telle institution financière dans tel pays, il avait des placements des investissements, il avait une hypothèque, de l'épargne, bref, une lettre assez détaillée qui nous permet de venir compenser le fait que cet emprunteur n'a pas un bureau de crédit établi. Le changement ici, Giovanni, tu le sais, ça, je sais que tu le sais, c'est que avant cette mise à jour, là, la lettre de référence bancaire du pays d'origine était obligatoire pour le résident non permanent. Et lorsqu'on dit résident non permanent, pensez tout de suite permis de travail. Permis de travail, ouais. Et nous, on se démarque. Nous, on se démarque au niveau de la SCHL par rapport à ce programme non permanent. Pourquoi? Parce que nous, on dit toujours nouveau arrivant au bureau de crédit. Ça veut dire que quelqu'un peut être né au Canada et il rentre très bien dans ce programme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bureau Equifax, il n'a pas TransUnion. Pas de bureau, OK. Je n'ai pas dit qu'il a un mauvais crédit. J'ai dit qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Oui, c'est ça. À ce moment-là, distinction. Et à ce moment-là, on peut faire appel au loyer bien payé, des comptes publics, de l'épargne, ainsi de suite. Encore une fois, pour venir compenser le fait qu'il n'ait pas un bureau de crédit établi. Bon, ça peut s'appliquer pour un Canadien.
On peut être né Aussi. ici ou depuis 5 ans. On rentre très bien dans ce programme. OK. En fait, le changement, c'est que là, les résidents permanents avec le permis de travail, donc, peuvent faire une Oui, acquisition comme un Canadien, donc, tout à fait. tant aussi longtemps que leur permis de travail va rester valide 6 mois après, donc, la date La date d'achat. notariée, comme Tout tu le à fait. mentionnes. Et en plus, donc, dans le programme de la SCHL, donc, si la personne n'a pas eu le temps d'établir un bureau de crédit, il y a des solutions, là, comme tu l'as mentionné, pour compenser au manque, à l'historique de crédit canadien. Donc Tout ça, à fait. c'est Tout à fait. toujours bon à savoir, là, parce que c'est quand même, De très, très bonnes mises à jour là, qui ont été faites. Là. surtout, c'est sûr, c'est une niche quand même assez importante. On sait Oui, que on bien sûr. en, ouais. OK. Bien sûr. Donc, oui, alors, Tu comme je t'ai parlais de dit, conseils, oui. ouais, les conseils, donc les mythes, les Mhm. erreurs à éviter, qu'est-ce que tu aurais à dire, là, donc, Euh, les mythes, les erreurs à éviter. Ben, je dirais pas plutôt erreurs à éviter, je dirais plutôt conseils importants, mhm, transiger avec des professionnels. C'est certain que nous, tu sais, à la SCHL, chaque année, on fait une enquête auprès des emprunteurs hypothécaires. On mhm, sait que l'information vient de toutes parts, la famille, les amis, ainsi de suite. Il y en a même qui, des fois, on a la même job, on a pratiquement le même salaire, mais ce qui est important, ouais, c'est que chaque dossier est différent. Donc, ouais. il ne faut pas toujours se fier au dossier de l'autre. C'est pour ça qu'il est J'aime important beaucoup ce point-là. J'aime beaucoup ce que d'adresser tu dis, chaque Roustan. dossier Ouais, différent. Ouais. ouais. C'est pour ça qu'il faut transiger avec des professionnels qui ont des outils pour être en mesure de vraiment réussir ce parcours-là, parce que c'est un parcours, de faire vivre cette expérience d'acquisition de la propriété. L'autre chose qu'on a comme mythe des fois, les gens, c'est ça surtout un lien avec le crédit. Sachez que Mhm, lorsqu'on magasine pour une hypothèque, par exemple, mhm. c'est qu'il y a une période de grâce. On a une période de grâce. C'est pas toujours dit Ouais. que si on va chez telle banque, telle autre banque, il y aura nécessairement une incidence hyper négative sur le bureau de crédit. Mais non, Mhm. sachez que les choses sont assez bien paramétrées pour savoir que cette personne est en train de magasiner pour une hypothèque. Lorsqu'on fait affaire avec des institutions financières majeures, là, Mhm. donc c'est pas un challenge en tant que tel. Euh, et puis, un conseil pour les nouveaux arrivants. Mhm. Je l'ai mentionné au départ, ici, c'est basé vraiment sur la confiance. La mise de fonds, ça doit être dans un compte bancaire, okay? Pas à Mhm. la maison. Okay? Mhm. Parce que ça va toujours être important de prouver d'où vient cet argent. Donc, l'argent, Ouais. la mise de fonds, les épargnes, ça doit être à la maison. On sait qu'il y a dans certaines cultures, je me vois là-dedans aussi des fois, Mhm. où Ouais. on dit on sait garder l'argent à la maison, mais non. À la Non, maison, ouais. non, c'est dans Faut un démontrer. Dans un compte, faut démontrer démontrer. Ouais. l'origine des fonds. D'où l'importance de garder cet argent en banque. Ça crée aussi cette relation de confiance avec l'institution financière. Relation de confiance Mhm. qui va venir aussi, Giovanni, certainement, tu vas confirmer, qui vient jouer dans cette préqualification là aussi. C'est vraiment que je me trompe. Donc, Effectivement, oui. 100%. Donc, c'est important de mettre l'argent en banque et c'est important de payer ses factures à temps. Okay. C'est important de payer ses factures à temps, ses factures de carte de crédit et autres, de cellulaire, euh, parce que c'est important. Ça vient jouer dans l'établissement du crédit. Si on n'est pas en mesure de payer une facture à temps, c'est important d'en Mhm. informer le créancier. Okay. C'est important de Trop bien l'informer entendu. bien avant la date d'échéance. Pour quelque raison que ce soit, qu'on ne soit pas en mesure de le faire, c'est important d'en informer le créancier avant. En gros, c'est ça, Giovanni. En gros, c'est ça les. Des conseils importants, non, mais très bon. J'ai beaucoup aimé les points que tu as amenés. Et puis, un autre point aussi pour les nouveaux arrivants, sachez que sur le site de la SCHL, on a l'information disponible pour les nouveaux arrivants, notamment Mhm. en 8 langues. Euh, français, anglais, mandarin, ourdou, punjabi, tagalog, espagnol, arabe. Ça fait 8, oui, ça fait 8. Oui, donc. Donc, on a de l'information pour les nouveaux arrivants en 8 langues. Et pour les premiers acheteurs ici, on a de l'information
Donc, on peut facilement trouver l'information que l'on soit locataire ou qu'on est en train de transiter de locataire pour propriétaire. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Des fois, même, on veut s'acheter un condo. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération dans l'achat d'un condo? On a toutes ces informations-là sur notre site Internet. Tu vois, quand je disais au départ qu'on est l'organisme national responsable de l'habitation, c'est ça qui... C'est ça. C'est ça qui rentre en jeu. Tout à fait. Super. Mais Roustan, écoute, je te remercie énormément pour ton temps. C'était très informatif. Là, je sais que les premiers acheteurs, les nouveaux arrivants, même les courtiers immobiliers aussi, là, qui vont tirer quelque chose de cette conversation-là. Oui. Donc, merci encore. Puis, et puis, on va c'est sûr de que ça va. collaborer. Merci à toi, Giovanni, pour l'invitation. C'est sûr que ça va générer des commentaires. Peut-être des gens, des courtiers immobiliers notamment, vont vouloir avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Mais c'est avec plaisir qu'on ira dans ces bureaux-là, Giovanni, pour répondre aux questions. L'information, notamment pour les courtiers immobiliers. On sait qu'on a des formations qui donnent des points UFC. Donc, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit à ce niveau-là. Ouais. Super. Ouais. Super.